Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Grégory Volokin. Bonjour. Bonjour David. Toujours un plaisir de vous retrouver. Il est de passage à Paris parce que vous êtes à Wall Street tous les jours, au quotidien. Et c'est justement ça qu'on a envie de voir, comprendre le ressenti des Américains, des investisseurs, mais pas seulement, sur toute l'actualité américaine. Et là, c'était lundi. C'est quand même drôle. Il y a cette lettre, vous avez vu, des milliardaires américains, George Soros, un cofondateur de Facebook ou d'autres, qui réclament, des riches qui réclament un impôt sur les super riches. Ils ont envoyé une lettre, les mecs, signée par, je sais pas, une dizaine de personnes ou une vingtaine de riches, à tous les prétendants à la Maison-Blanche, démocrates ou républicains, notamment Donald Trump. L'idée, c'est de taxer celles et ceux qui ont un patrimoine de plus de 50 millions de dollars. Donc, on est vraiment sur les super riches. Ça fait quasiment 80 000 familles aux États-Unis. Et ça pourrait rapporter, apparemment, 3 000 milliards de dollars sur 10 ans aux États-Unis. Juste sur le principe que des milliardaires demandent d'être plus taxés, on se dit que c'est cocasse et c'est nouveau pour les Américains, non, de demander comme ça, d'autant que les Américains moyens, ils sont largement favorables. Mais vous savez, si on réfléchit, les super riches aux États-Unis ont toujours été plutôt démocrates. Ils ont toujours été, en tout cas dans leur discours et dans leur vote, très favorables aux aides sociales, très favorables à essayer de faire monter le niveau de vie de la population. Et là, je dirais, quand vous parlez de riches avec plus de 50 millions de revenus annuels, c'est vrai que c'est des super riches. Il ne faut pas oublier où était l'impôt sur la fortune en France. Ça posait un problème parce qu'en fait, en France, on pouvait vraiment atteindre des gens des classes moyennes. La classe moyenne aux États-Unis, c'est 40 000 $ de revenus par année. 50 millions, c'est vraiment... Je pense que c'est du patrimoine. Je ne pense pas que c'est du revenu. Je pense que 50 millions, c'est surtout du patrimoine, à mon avis. Je pense que ça va être très difficile de commencer à taxer le patrimoine aux États-Unis de toute façon. 7 Américains sur 10, d'après les sondages, ils sont favorables quand même. C'est-à-dire que comme on dit, Main Street, les Américains le souhaitent. Bien sûr, et pourquoi pas. C'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau aussi, ça, pour le coup. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, qu'il faut trouver des nouvelles sources de revenus. Et on se rend compte quand même qu'on ne peut pas continuer à taxer les entreprises d'une façon plus élevée, parce qu'en fait, on veut baisser les impôts des entreprises, et la classe moyenne aux États-Unis souffre aussi de ces impôts. Par exemple, dans l'État de New York, énormément de personnes ont vu des augmentations d'impôts. On n'en parle pas beaucoup, mais la loi fiscale de Trump a beaucoup défavorisé les États démocrates. Donc les impôts des New-Yorkais, les impôts des Californiens ont augmenté. C'est pas un des aveux de la politique économique de Donald Trump que les Américains demandent que les riches soient plus taxés parce qu'il a mené plutôt une politique pour les riches, non? Vous savez, très franchement, moi je me réveillerais un matin et que Trump dirait « excellente idée, taxons les ultra-riches », que je ne serais pas du tout étonné. Il pourrait la faire sienne. Il pourrait reprendre ça à son compte, tout simplement parce que c'est populaire, c'est faisable, et si vous voyez que derrière, comme vous dites, il y a des Soros et des gens qui sont super riches, pourquoi pas? Ça n'entravera pas du tout l'activité économique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 0,1% des ménages américains ont autant de patrimoine que les 90% restants. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes aux États-Unis. C'est pour ça qu'on se dit que le fait que 7 Américains sur 10 soient favorables à cet impôt sur les super riches, les Américains sont prêts pour avoir un impôt sur la fortune, absolument, sur les grosses fortunes. Totalement. Et je dirais les inégalités sont... On a dit ça il y a 10 ans, on serait fait traiter de communiste. Sauf que maintenant, ce que vous voyez, c'est que vous avez des élections qui s'annoncent, avec évidemment Donald Trump, mais en face, vous avez des candidats démocrates qui sont très à gauche et qui ont un programme, par exemple, de nationaliser la médecine, un autre a un programme d'annuler toutes les dettes des étudiants. Vous n'avez même pas, je dirais, dans l'échelon politique français, des gens aussi à gauche actuellement qu'une grande partie des candidats démocrates. Candidats à la candidature. Des candidats à la candidature. Mais il y en aura bien un qui va être candidat, finalement. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'il sera élu en tant que, qui sera choisi parmi les militants démocrates sur un programme plus à gauche ou plus centriste. Après, il y aura tout ce débat-là, ça sera l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle des États-Unis, vous y êtes, c'est qu'on entend partout la récession va arriver aux États-Unis. On a beaucoup de banques américaines, des grosses banques. On a quand même, c'est Morgan Stanley qui est convaincu que, alors pour le coup, si Trump taxe à 100% les importations chinoises, ils nous disent voilà, dans 3 trimestres, c'est la récession aux États-Unis. On a tous peur, c'est vrai que l'Amérique ralentisse trop fortement. On peut dire que la probabilité d'une récession en 2020 a augmenté, même si quand on voit le FMI nous dit mais l'année prochaine aux États-Unis c'est 2% de croissance, c'est un 9. Pas de quoi s'exciter. Alors le FMI n'a pas toujours raison, mais dans ce cas-là, le FMI, il voit les chiffres actuels. Et actuellement, en se basant sur ce qu'on voit dans l'économie américaine, sans le scénario catastrophique de 300 milliards d'importations chinoises qui seraient
taxés ou imposés, il n'y a pas de raison vraiment qu'il y ait une récession. Pourquoi? C'est parce qu'on a pratiquement le plein emploi. Vous avez 3,6% de chômage, mais surtout, il n'y a pas vraiment d'excès dans le système. Une récession, en général, ça suit des excès et c'est le dégonflement d'une bulle. Alors, on l'a vu en 2008, par exemple, avec la bulle financière, on l'a vu en 2000 avec la bulle technologique. Là, montrez-moi des doigts une bulle. Alors peut-être que les marchés sont élevés, on est tous d'accord, les marchés financiers sont élevés, mais ce n'est pas une bulle non plus, on n'est même pas à des niveaux de valorisation extrêmes. Donc je dirais une récession actuellement… Donc il n'y a rien qui plaide, encore une fois, il n'y a rien qui plaide en instantané pour vous à ce qu'on aille vers une récession aux États-Unis, parce qu'encore une fois, partout on entend que la probabilité augmente que l'Amérique aille vers une récession d'ici quelques trimestres. Mais vous savez, moi j'entends ça depuis 10 ans pratiquement. Donc il y aura toujours une récession, il va y avoir une fois une récession. Mais pour 2020, ça paraît pas… Mais pourquoi 2020? C'est-à-dire pourquoi pas 2021? Pourquoi pas 2022? Et je dirais qu'actuellement, si on maintient ce niveau de croissance et qu'en plus, et c'est là que ça devient très très curieux, cette réserve fédérale intervient à un moment où ce n'est pas nécessaire, parce qu'on ne peut pas dire actuellement que l'économie américaine a besoin d'être stimulée. Il a un peu rétropédalé hier, vous avez vu Jérôme Powell, il y avait un colloque à New York, et on a compris que ce n'est pas si sûr, en tout cas sur juillet. La baisse des taux d'intérêt de la Fed en juillet, on sent que c'est pas, alors, ça a un peu du plomb dans l'aile. Je ne sais pas, il essaye de ramener les attentes du marché, que ces attentes deviennent raisonnables. C'est-à-dire que tout le monde s'était emballé et tout le monde s'est dit, au mois de juillet, la Fed va baisser les taux de 50 points de base, ce qui est vraiment drastique, très important dans un pays où les choses vont bien. Donc je pense qu'il essaie tout simplement… Ça envoie un mauvais signal en plus. Ça aurait envoyé quand même un petit signal que ou bien la Fed s'est fait forcer la main par Trump, ce qui est absolument inimaginable, la Fed doit rester indépendante, ou bien que la Fed est très inquiète de l'avenir, ce qui est relativement inimaginable puisque la Fed en fait a exactement en main les mêmes statistiques que vous et moi. Donc je pense que les marchés ont été trop vite dans cette histoire de baisse des taux et que tout simplement Powell voulait que les marchés s'alignent avec ce que la Fed va faire au mois de juillet. Et c'est très important pour la Fed de ne pas surprendre les marchés. Et maintenant, si on pensait que les taux allaient baisser de 50 points de base et que la Fed ne baissait que de 25, les marchés auraient été très déçus. Alors, je dirais Powell essaie juste de ramener les attentes avec ce qu'il peut lui délivrer. Sachant que la Fed baissera ses taux a priori, on a compris, après ce que ça sera septembre, voilà, second semestre, 25-50 points de base, plus sûrement 25 que 50 points de base. Mais ça va prolonger le cycle aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ça retardera l'échéance de la récession. Absolument. Je dirais c'est un cycle économique qui a plus de 10 ans maintenant. 10 ans, c'est le plus long de l'histoire américaine, voilà. Même si en amplitude, il faudrait voir si… Alors c'est le plus long, mais en même temps, c'est le plus long et le plus lent. C'est-à-dire qu'au niveau des taux de croissance sur ces dernières années, il y a eu des pics de croissance. Par exemple, sur ce premier trimestre, cette année, on a eu 3 points de croissance. Mais au deuxième trimestre, on devrait avoir 1%. Voilà, exactement. Donc la croissance, elle est lente. Donc puisqu'elle est lente, elle ne crée pas d'excès. Et puisqu'il n'y a pas d'excès qui sont créés, qu'il y a encore beaucoup de capacités de production qui ne sont pas utilisées, etc., on peut imaginer que l'économie continue à se porter bien pendant un certain temps. Donc pour vous, encore une fois, et c'est le sentiment de marché aux États-Unis, on ne voit pas poindre cette récession à court terme. Donc il faut arrêter d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on joue à se faire peur alors? Voilà la bonne question. Si les marchés pensaient qu'il y aurait une récession, est-ce que vous pensez que le Nasdaq sera en hausse de 20% aujourd'hui, que le S&P sera en hausse de 18% cette année? Il y a la correction de fin 2018 aussi. Alors, on a rattrapé, mais en attendant, non, il y a beaucoup d'optimistes. Si vous interrogez les Américains, ils sont optimistes. Peut-être que les pas le marché obligataire. Marché obligataire quand même, on en parle régulièrement ici, mais le signal qui est envoyé par les marchés actions, c'est qu'effectivement… il y a quand même des craintes, évidemment, par rapport à la guerre commerciale, l'effet que ça peut avoir et tout, mais effectivement, il y a une forme d'optimisme sur les marchés de taux. Quand on trouve encore une fois même le 10 ans américain, on était à 3% quand on s'est parlé il y a quelques trimestres, on est à 2 aujourd'hui sur le 10 ans, donc le signal qui est envoyé, c'est que ça devrait ralentir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si les marchés obligataires, les taux baissent, c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour acheter des obligations américaines. C'est aussi ça, c'est ça la mécanique. S'il y a beaucoup de demandes, c'est parce qu'en fait, dans le monde entier, les taux, ils ne sont pas à 2% sur 10 ans. Regardez en Allemagne, ils sont négatifs. Donc, cette demande naturelle fait baisser les taux. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est des marchés obligataires qui annoncent une récession. Jérôme Powell, justement, comment est-ce qu'il est vu? Parce que nous, on le voit d'ici, de l'autre côté de la rive, mais… il est vu comme quelqu'un d'indépendant, parce qu'on a comme Trump qui tape à bras raccourcis. Il y a ces infos Bloomberg qui sont sorties la semaine dernière, comme quoi les conseillers à la Maison-Blanche auraient réfléchi à voir comment débarquer cet hiver le président de la Fed, nommé par Donald Trump, qui passe son temps, encore une fois,
à lui balancer une litanie d'avanies. Derrière, il est vu comment? Il est vu comme quelqu'un qui cède à la pression, qui conserve vraiment son indépendance. Hier, il a réaffirmé, Jérôme Powell, dans ce colloque à New York, que la Fed était isolée des pressions politiques à court terme. C'était la réponse du berger à la bergère. C'est clair, mais je pense surtout qu'il faut bien penser qu'on parle de Powell, mais les décisions sont des décisions collégiales. Ils sont 12 à voter. Donc même si Powell pouvait peut-être suivre un peu des directions politiques, ce qui n'est pas du tout le cas, ni à mes yeux, ni aux yeux de quiconque. Tous les autres, il n'a pas une voix qui compte double. Il n'a pas une voix qui compte double. Dans le vote, non, c'est une voix parmi d'autres. C'est une voix parmi d'autres. Donc lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de construire un consensus à chaque réunion de la Fed pour avoir une décision. Donc non, il est vu comme quelqu'un, encore une fois, qui farouchement défend son indépendance. Écoutez, je vous dirais qu'aux États-Unis, pour le moment, c'est peut-être un des seuls qui est encore vu dans les échelons du pouvoir comme étant quelqu'un d'indépendant, non pas de la politique, mais indépendant, je dirais, de l'autorité de Donald Trump. Parce que le ministère de la Justice, on sait très bien qu'il fait ce que Trump veut. Le ministère de la Défense suit les ordres de Trump. La Réserve fédérale, par sa constitution elle-même, est indépendante de la politique. Ouais, mais même s'il a quand même, en quelques semaines, en quelques mois, largement rétropédalé, Jérôme Powell. Entre ce qu'il nous a dit, on en parle régulièrement ici, entre ce qu'il nous a dit en fin d'année et là en début. Et aujourd'hui, on était sur une série de hausses de taux à venir, puis finalement les taux ne vont pas bouger, on va être patient et maintenant il est question qu'on les baisse. Oui, mais il a aussi une raison. C'est-à-dire que pour justifier une hausse des taux aux États-Unis, il fallait qu'il y ait quand même de l'inflation. Ouais. Il fallait qu'il y ait des anticipations d'inflation. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui justifie, je dirais, d'une façon scolaire, d'une façon théorique, une hausse des taux. Mais à contrario, qu'est-ce qui justifie, Grégory, une baisse des taux aujourd'hui aux États-Unis? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui justifie une baisse des taux? Et je dirais, il l'a assez dit, il veut prolonger le cycle. Et en fait, vous savez que toutes les récessions, elles n'ont pas été provoquées par le consommateur, elles n'ont pas été provoquées par les politiques, elles ont été provoquées par la Fed. Et lui, il ne veut pas qu'on l'accuse de provoquer une récession. Il ne sait pas qu'il va y avoir une récession, il ne pense sûrement pas qu'il y a une récession. Mais il sait très bien que maintenant, en baissant les taux, si en plus il n'y a pas de guerre commerciale qui s'envenime à la fin du mois de juin, on est vraiment là avec une voie libre, en tout cas sur 6 à 12 mois où il n'y aura pas de récession. Ouais. Justement, à finir là-dessus sur la guerre commerciale, Grégory, c'est après-demain, je veux dire, le grand rendez-vous, ça y est, ils vont se parler. Donald Trump, après, encore une fois, ça a été glacial pendant des semaines et des semaines. Il n'y a pas eu d'avancée sur les négociations. Et puis là, il y a cette rencontre dans le cadre du G20 à Osaka, au Japon, entre Xi Jinping et Donald Trump. Ils vont reprendre langue, il n'y a pas de miracle à attendre, on a compris, ça, il n'y aura pas d'accord, mais voilà. Les marchés seraient satisfaits si déjà on se remet à négocier sérieusement? Oui, absolument. Mais surtout, Trump, comme on le sait maintenant, s'intéresse beaucoup à ce que font les marchés financiers, mais il s'intéresse aussi beaucoup à ce que les Américains pensent. Et il s'est rendu compte… Qu'est-ce qu'ils pensent, les Américains? Les Américains, pour le moment, ils n'ont pas remarqué les effets des tarifs imposés aux biens chinois. À part le consommateur américain, dans une catégorie, c'est les machines à laver le linge. Mais vous savez qu'on n'achète pas une machine à laver le linge tous les jours. Ouais. Voilà. Sauf que, par exemple, si des tarifs étaient imposés maintenant sur les 300 milliards restants, là, tout y passait. Ça changeait tout. Les télévisions, le prix augmenterait de 20%, les iPhones augmenteraient de 30%. Donc, le consommateur serait impacté. Le consommateur, c'est l'électeur. Le consommateur américain soutient Donald Trump. Encore une fois, c'est vu des États-Unis, c'est là où on vous écoute. Les consommateurs américains soutiennent Donald Trump parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils n'ont pas eu d'impact négatif au quotidien avec des tarifs qui ont augmenté le prix de ce qu'ils achetaient. Absolument. Mais si d'aventure Trump tient parole, est-ce que c'est du bluff ou pas, et impose ces 300 milliards, vous y croyez, vous? Non, je n'y crois pas. Et parce qu'il le sait, parce qu'il sait que le consommateur lui en voudra. Et il le sait totalement. Et je vais vous donner l'exemple. Vous vous souvenez de cette histoire de tarifs sur le Mexique? Il voulait mettre des tarifs sur le Mexique et il a complètement changé d'opinion en une semaine. Pourquoi? C'est parce que tout d'un coup, vous avez des sénateurs du Texas. Texas, c'est le pays le plus proche du Mexique avec beaucoup de commerce, qui disaient mais vous allez tellement impacter le Texan moyen que ça va créer une crise économique au Texas, vous allez perdre le Texas, ils ne vont plus jamais voter pour vous, alors que le Texas est un État républicain. La seule chose à laquelle pense Donald Trump maintenant, c'est de se faire réélire. Et pour se faire réélire, il n'a pas une grosse base, mais c'est quand même 42%. Mais il ne peut pas se permettre de perdre des citoyens de cette base. D'autant que beaucoup d'entreprises ont envoyé des lettres en disant au président américain, si vous taxez les 300 milliards de dollars avec des produits qui seront consommés, in fine, par les Américains, qui vont payer plus cher, in fine, il a été mis en garde. Donc pour vous, il n'ira pas. Donc ça veut dire que
Ça veut dire qu'il va tourner la page et que la prochaine guerre économique, ça sera contre l'Europe. Parce que, par exemple, si on taxe les Mercedes de 25% ou les BMW de 25% aux États-Unis, le consommateur américain impacté, ce n'est pas la base électorale de Donald Trump. Tout le monde n'achète pas une Mercedes ou une BMW. Donc il va enterrer l'âge de guerre, selon vous, Donald Trump? Il va dire qu'on va avoir des discussions commerciales qui vont durer assez longtemps, ce qui est normal. Vous vous souvenez, au World Trade Organization, en général, pour faire un pacte commercial, ce n'est pas 6 mois que ça prend, c'est 10 ans. Donc on peut imaginer que la Chine et les États-Unis, maintenant, vont avoir des négociations qui vont s'étendre sur assez longtemps. Et puis ce matin, Mnuchin a dit on a déjà quand même résolu 90% des sujets. Et d'ailleurs, les marchés financiers ont rebondi il y a quelques minutes sur cette nouvelle, les futurs ont rebondi. Donc il prépare la voie à dire on a encore 10% à négocier et on va prendre notre temps pour que ça soit un résultat positif. Donc ce ne sera plus un sujet pour vous, la guerre commerciale, dans quelques jours, ce ne sera plus un sujet? C'est fort possible que la guerre commerciale avec la Chine ne soit pas un sujet, mais n'oubliez pas, Trump a besoin d'un grand Satan. Alors peut-être que l'Iran deviendra le grand Satan, mais ça sera peut-être la guerre commerciale avec l'Europe qui sera son prochain sujet de bataille. Bon, eh ben, c'est réjouissant pour nous. Pas du tout. On finit juste sur les marchés, on se dit qu'encore une fois, que tant que les banques centrales sont aux commandes, c'est le sentiment qu'ont les investisseurs aussi, c'est qu'il y a ce put, pardon pour l'expression, ce put, ce Powell put, c'est-à-dire qu'en fait, la banque centrale n'acceptera jamais, tout comme Trump aussi, que les marchés actions dégringolent trop. En même temps, on aurait pu dire ça il y a 10 ans, ce sera trompé aussi. Exactement. Mais vous savez, les marchés se trompent. On ne peut pas dire que les marchés ont forcément raison. Je dirais qu'en ce moment, les marchés anticipent exactement ce que vous dites, c'est qu'il y aura toujours un sauveteur du marché, que ça peut être Donald Trump, que ça peut être Jérôme Powell, et que ça peut être Draghi. Mais ils peuvent avoir tort. Voilà. Bon, on en reparlera. Revenez vite à Paris, retournez. Vous repartez quand, la Wall Street? Dans 2 jours. Bon, voilà, on se revoit quand vous revenez. Merci beaucoup, Grégory Volokin, donc le président de Mescart Financial Services. Thank you so much. Bye.